Mon fils a appelé dans la nuit. Papa, je suis au commissariat. Mon beau-père m'a frappé et a porté plainte en disant que c'est moi qui l'ai attaqué. Il le croit, pas moi. Mais quand je suis entré au poste, l'officier de garde m'a reconnu et s'est mis à trembler. Parce que parfois, un fils n'appelle pas pour demander la permission, mais pour demander de l'aide. Mais avant de continuer, dis-moi dans les commentaires, depuis quelle ville m'écoutes-tu? J'aimerais savoir jusqu'où cette histoire est arrivée, et qui d'autre est prêt à ne pas se taire. À 2h17 du matin, le téléphone vibra avec une obstination qui glaçait le sang. Il ne sonna pas, ne clignota pas, ne brilla pas. Il vibra. Comme si la nuit elle-même s'était figée pour que ce bruit soit la seule chose à briser le silence. Gabriel Salcedo ouvrit aussitôt les yeux. Non pas parce que le son l'avait surpris, mais parce que son corps connaissait ce langage. Une vibration comme celle-là n'annonçait jamais de bonnes nouvelles. Pas à cette heure-là. Pas pour quelqu'un comme lui. Il se redressa, le dos raide, son uniforme encore plié sur la chaise du coin et le pistolet de service reposant sur la commode, à côté du cadre photo où l'on voyait encore la dernière image de famille avant que tout ne se brise. Il regarda l'écran qui illuminait le plafond, Massia. Son fils. Il répondit à la deuxième sonnerie. Massia? Sa voix sortit grave, encore ensommeillée mais déjà en alerte. Papa, un murmure sec, coupé par des sanglots contenus. Je suis au poste. Vladimir m'a frappé, mais il a dit que c'était moi. La police l'a cru. Gabriel n'eut pas besoin d'en entendre davantage. Pas un mot de plus. Pas une once de contexte. La voix de son fils n'était pas seulement angoissée, elle était vaincue. De celles qui n'ont pas d'âge. Celles qui sonnent pareil chez un enfant de 5 ans ou un adolescent de 16. Il se leva d'un seul mouvement. Ouvrit l'armoire avec des mains tremblantes et prit son uniforme. Il ne pensa même pas à enfiler des vêtements civils. L'uniforme parlait pour lui. Chaque insigne, chaque couture marquée par des années de service. Il quitta la maison sans bien fermer la porte. Il prit les clés, le portefeuille et l'arme. Le reste était inutile. Sur la route, les phares découpaient des silhouettes fantomatiques dans les rues désertes de Santa Lucia. La ville dormait, inconsciente de l'effondrement émotionnel qui montait en lui comme une marée. Gabriel n'était pas un homme tendre. Toute sa vie s'était tissée entre affaires difficiles, nuits sans sommeil et décisions qui brisaient les autres. Mais cette nuit-là, il n'était pas le capitaine. Il était le père. Et son fils était enfermé dans un lieu qu'il connaissait trop bien. Là où les versions sont dictées par l'autorité, et où les victimes se taisent souvent par peur d'aggraver leur sort. Le commissariat de Santa Lucia l'accueillit dans son habituelle torpeur, lumière blafarde, bourdonnement d'un néon à l'agonie, odeur persistante de café brûlé et d'humidité. 2 jeunes agents se levèrent en le voyant entrer. L'un d'eux, maladroitement, lui fit le salut réglementaire. Gabriel ne le rendit pas. « Qui est de garde ?» demanda-t-il sans élever la voix. Son ton suffisait pour qu'on comprenne qu'il ne voulait pas de détour. « Sergent Riva, il est, dans le bureau du fond. »« Mon fils. Où est-il » Le silence tomba comme un coup de hache. Le plus jeune détourna le regard. L'autre, Riva, apparut dans le couloir, un rapport à la main, nerveux. « Capitaine Salcedo, nous ne savions pas que le mineur était votre fils. Nous avons suivi le protocole. La plainte était formelle. Avec témoin et tout. Et vous l'avez laissé seul? Sans représentant? Sans avocat? Nous lui avons seulement demandé sa version. Rien n'a encore été signé. Conduisez-moi à lui. Maintenant. » Riva hésita. Gabriel le regarda avec un calme glacé plus intimidant que n'importe quel cri. Le sergent baissa les yeux et se tourna. Il le mena dans une pièce sans fenêtre, à la peinture écaillée, une caméra éteinte dans le coin du plafond. Derrière une table métallique, les bras croisés sur la poitrine, se tenait Massia. Il avait 16 ans. 1m75, le corps en pleine croissance, mais voûté. Comme si le sac d'école pesait encore sur ses épaules, rempli de tous les livres d'une enfance qui n'existait plus. Son visage était pâle. Un de ses yeux, enflé, semblait prêt à exploser en un hématome violet et violent.
Sur son avant-bras gauche, visible sous la manche du t-shirt, on distinguait l'empreinte des doigts d'une main plus grande. Une prise, pas un coup. Une punition. Un avertissement. Massia, dit Gabriel en entrant sans demander la permission. Le garçon le regarda. Le mot « papa » dansa sur ses lèvres, mais il ne le prononça pas. Il baissa les yeux, comme s'il avait échoué. Gabriel s'approcha sans le toucher. Ce n'était pas le moment pour des gestes vides. Il l'observa seulement. Chaque détail. Chaque signe. Ce n'était pas la première fois qu'il voyait ce genre de blessure. Il savait faire la différence entre une bagarre d'adolescent et une agression exercée avec domination physique. Ce n'était pas un affrontement. C'était une exécution émotionnelle. Depuis combien de temps cela s'est-il passé? Il y a environ 3 heures. Il m'a attrapé dans la cuisine. Je lui ai dit que je voulais aller au match avec toi. Que je ne voulais pas rester avec lui ce week-end-là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a dit que je devais apprendre la discipline. Il m'a poussé contre le mur. Quand j'ai essayé de partir, il m'a attrapé par le bras et m'a frappé au visage. Ensuite, il a jeté son propre téléphone par terre et a commencé à crier que je l'avais attaqué. Que j'étais hors de contrôle. Le voisin a entendu. Et quand la police est arrivée, il avait déjà raconté toute l'histoire. Gabriel ferma les yeux un instant. Juste assez pour contenir la colère et la transformer en stratégie. Riva, j'ai besoin d'un médecin légiste. Tout de suite. Qu'on enregistre tous les signes visibles d'agression. Et je veux cette caméra allumée. Enregistre dès maintenant. Je veux chaque détail filmé. Appelle aussi l'inspectrice des mineurs. Et trouve le nom du voisin qui aurait témoigné. Capitaine, la procédure indique que... La procédure, mon œil. Ce n'est pas une procédure. C'est une dissimulation. Bougez-vous. Le sergent partit presque en courant. Massia n'avait toujours pas levé les yeux. Ce n'est pas ta faute, mon fils. Ne te tais pas. Ne te tais plus jamais pour protéger quelqu'un qui ne te protège pas. Mais si je parle, ils vont dire que je mens. Vladimir est très fort pour ça. Il a toujours la réponse parfaite. Le sourire. La voix douce. Personne ne le croit quand il crie. Mais à la maison, il change. Tout change. Gabriel inspira profondément. Il avait entendu cela tant de fois. Des visages aimables avec des âmes malades. Des hommes philanthropes dehors et tirant chez eux. Il savait que Vladimir était dangereux, non pas par sa force physique, mais par son pouvoir. Son argent. Ses liens politiques. Et sa capacité à mentir sans ciller. Tu n'es plus seul. Plus jamais. Massia leva enfin la tête. Ses yeux, gonflés par le coup et la honte, brillaient de larmes. Tu vas me sortir de là? Je ne vais pas te laisser passer une seule nuit de plus sous le même toit que lui. Pas une. Et maman? Ta mère devra te regarder dans les yeux et t'expliquer pourquoi elle a laissé ça arriver. Un coup sec à la porte les interrompit. Riva passa la tête, pâle. Capitaine? Vladimir est ici. Il veut vous parler. Qu'il attende. Qu'il voit ce que ça fait. Il dit qu'il a le droit de. Il n'a droit à rien. Je lui parlerai, quand j'en aurai fini avec mon fils. Riva hésita, puis acquiesça et referma la porte. Massia serra les poings. Il s'en sort toujours. Pas cette fois. Gabriel lui posa la main sur l'épaule avec fermeté, non pour le consoler, mais comme une promesse. Dehors, dans le couloir, la silhouette impeccable de Vladimir se promenait comme s'il était à une réunion d'affaires. Costume gris clair, chaussures brillantes, une chemise impeccable et un dossier sous le bras, avec une expression soigneusement calculée. Quand Gabriel sortit, il ne feignit même pas la surprise. Il tendit la main. Gabriel. Quel plaisir de te voir. Je regrette ce malentendu. Massia a eu des comportements difficiles dernièrement. Gabriel l'ignora. Il marcha droit vers la petite salle d'interrogatoire et fit un signe de tête. Là. Toi et moi, on va parler. Sans avocat? Demanda Vladimir, avec un sourire en coin.
Sans témoin? Je n'ai pas besoin de témoins pour savoir que tu as touché à mon fils. Mais j'ai besoin de 15 minutes pour que tu comprennes ce que ça veut dire. Vladimir entra. La porte se referma. Gabriel resta debout, entre la table et la porte. Il le regarda. Ne parla pas tout de suite. Il laissa simplement le silence devenir pesant. Tu sais très bien comment ça marche, Vladimir. Ta version, les témoins, les photos. Tout est monté. Comme toujours. Mais cette fois, tu as échoué. Et qui décide ça? Toi. Le capitaine protecteur? Non. Ce seront les rapports médicaux. Les enregistrements. Les dossiers. Et, surtout, ton arrogance. Parce que tu as eu la stupidité de croire que personne ne t'arrêterait. Je ne l'ai pas frappé. C'est lui qui m'a attaqué. Il te l'a dit avec le visage en sang, les marques de tes doigts sur le bras, juste parce qu'il voulait aller à un match avec moi. Parce qu'il t'a dit non. Parce qu'il n'a pas accepté tes règles. Vladimir haussa les épaules. C'est un adolescent. Provocateur. Insolent. Il casse des choses. C'est un garçon de 16 ans. Pas ta propriété. L'homme d'affaires se leva, lissa son costume. Tu ne comprends pas ce que c'est d'élever quelqu'un qui n'est pas ton enfant. Il faut une main ferme. Gabriel fit un pas en avant. Ce qu'il faut, ce n'est pas une main ferme. C'est de l'humanité. Et c'est ce qui te manque. Il sortit sans attendre de réponse. Dehors, Massia l'attendait dans la salle. Gabriel s'agenouilla près de lui. Nous allons faire les examens. Ensuite, tu viendras chez moi. À partir d'aujourd'hui, personne ne te posera plus jamais un doigt dessus. Tu le promets? Non. Je te le jure. Massia acquiesça. Pour la première fois depuis des semaines, son regard resta fixe, sans trembler. Cette nuit-là, à la gare de Santa Lucia, tandis que les projecteurs vibraient et que l'imprimante crachait des papiers remplis d'histoires manipulées, une vérité commença à s'écrire dans le sang, avec une voix tremblante et avec un père décidé à ne plus rien perdre. Gabriel Salcedo observa le médecin légiste préparer son matériel, et, lorsqu'il donna l'ordre final, sa voix résonna comme une sentence. Personne ne touche à mon fils, et reste impuni. La phrase flotta dans l'air comme une condamnation irrévocable, comme un ordre qui ne souffrait aucune réplique, comme un tir silencieux chargé de détermination. L'écho de ces mots parcourut les couloirs de la gare de Santa Lucia tandis que Gabriel Salcedo quittait la salle d'interrogatoire, le dos droit et le visage durci. Il savait qu'à partir de cet instant, plus rien ne serait pareil. La médecin légiste, une femme aux mains fermes et à la voix neutre, s'approcha de Massia avec un carnet et un téléphone pour tout enregistrer. Le garçon, mince et le visage encore enflé, ne dit pas un mot. Il se laissa examiner en silence, obéissant à chaque instruction avec la raideur de celui qui a appris à ne pas montrer sa faiblesse. Gabriel resta près de lui, comme une ombre protectrice. Il ne toucha pas son fils, mais ne détourna pas non plus le regard. Pendant qu'il prenait les photos des blessures, les gestes étaient méticuleux. Les doigts violacés, l'œil tuméfié, l'hématome qui commençait à se former à la base du cou. Chaque marque racontait une histoire. Et Gabriel, qui avait passé des années à enquêter sur des crimes, sentit que l'affaire la plus personnelle de sa vie se construisait sous ses yeux, non pas avec des hypothèses ou des témoignages, mais avec des preuves qu'on ne pouvait plus dissimuler. À ce moment-là, la porte principale de la gare s'ouvrit. Tous les regards se tournèrent d'un même mouvement. L'écho des chaussures bien cirées résonna avec une cadence théâtrale. Vladimir apparut dans son impeccable costume bleu foncé, la cravate ajustée avec une précision millimétrique et un sourire qui n'atteignait pas les yeux. Sa présence était calculée, sa démarche celle d'un homme conscient de son pouvoir, et son attitude, celle de quelqu'un venu non par obligation, mais par stratégie. Certains agents le saluèrent par réflexe, d'autres par peur, et quelques-uns baissèrent les yeux avec un mélange de gêne et de respect. Vladimir salua poliment, demanda qui était le responsable de service, lorsqu'on le conduisit vers Gabriel, son sourire s'élargit comme s'il croyait vraiment pouvoir maîtriser la situation. Gabriel, dit-il en tendant la main avec une cordialité étudiée. Quelle soirée, hein? Je regrette beaucoup ce qui se passe,
mais je suis sûre que nous saurons régler cela avec maturité. Gabriel ne bougea pas. Il ne regarda pas la main, ne répondit pas au geste. Il parla simplement, d'une voix sèche comme un hiver sans pardon. Baisse cette main. L'enfant a un père. Je n'ai pas besoin de tes fausses politesses. Vladimir ne broncha pas. Il abaissa lentement la main, sans perdre son sourire, bien que ses yeux, un instant, trahirent une colère aussitôt maîtrisée. Massia a besoin de limites, Gabriel. Tu l'as trop gâté. Il est incontrôlable. Il m'a défié, menacé, il a essayé de m'agresser. J'ai dû me défendre. Te défendre? C'est ainsi que tu appelles le fait de marquer au visage et au bras un mineur? C'est ça, la discipline? Tu ne lui as pas donné une limite. Tu lui as donné un avertissement avec les poings. Tu laisses tes émotions te rendre aveugle. Ce n'est pas facile d'être une figure paternelle pour quelqu'un qui n'est pas ton enfant. Tu as eu des années pour l'être, et tu l'as laissé avec Sophia. Moi, je l'ai élevé ces 3 dernières années. Ne prétends pas revenir maintenant comme le sauveur. Gabriel le foudroya du regard. Il ne cria pas. Il ne trembla pas. Mais chacune de ses paroles était comme une lame traînée lentement sur une table. Élever est une chose. Domestiquer par la peur en est une autre. Massia n'est pas ton fils. Et ni toi, ni personne, ne le touchera plus jamais. Vladimir conserva son sourire comme un bouclier. Il balaya la salle du regard, captant celui de quelques agents. Il savourait l'attention. Il était évident qu'il se sentait à l'aise dans cet espace, comme s'il savait qu'il avait plus d'alliés que Gabriel ne le soupçonnait. Ne faisons pas une montagne de cette histoire. J'ai déjà fait ma déposition. Le voisin a entendu. Il a un témoignage. Et puis, ces marques peuvent venir de n'importe où. Qui dit qu'il ne s'est pas battu à l'école? Avant que Gabriel ne puisse répondre, son téléphone sonna. C'était Sophia. Il hésita un instant, puis répondit. Que s'est-il passé? Demanda-t-elle aussitôt, la voix au bord des larmes. Vladimir m'a dit que Massia l'avait attaqué. Qu'il était devenu violent. Où est-il? Gabriel fit quelques pas pour s'éloigner, cherchant un coin à l'abri des oreilles indiscrètes. Il est ici. Au commissariat. Il a un hématome sous l'œil et des marques de doigts sur le bras. Nous documentons tout. C'est Vladimir. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas un jeu. Gabriel, la voix de Sophia se brisa. Massia a déjà eu des problèmes. Et si c'était à l'école? Et s'il exagère? Gabriel serra les dents. Il sentit la colère battre dans son cou, comme un pouls prêt à exploser. Sophia, arrête de justifier l'injustifiable. Tu as un fils aux urgences, pas un mari avec des ennuis judiciaires. Où sont tes priorités? Je ne sais pas, balbutia-t-elle. Vladimir a été bon avec moi. Il nous a apporté de la stabilité. Il m'a aidé en tout. La stabilité ne peut pas valoir plus que le bien-être de ton fils. Et tu le sais. Aujourd'hui, c'est à toi de décider. Tu vas te présenter à la clinique, tu vas le regarder dans les yeux et tu verras ce que tu as permis qu'on lui fasse. Il raccrocha sans attendre de réponse. Quand il revint dans le couloir, Vladimir remettait déjà des documents au sergent Riva, souriant comme s'il s'agissait d'une simple réunion. Ses gestes étaient doux, son ton poli. Le masque était bien en place. Mais Gabriel avait déjà commencé. Il n'avait pas l'intention de céder. Il lança une enquête interne. Demanda l'accès aux rapports précédents, aux témoignages des voisins, même au registre d'appel. Mais il alla plus loin. Chez lui, il ouvrit le dossier de Massia. Car oui, il en avait un. Pas comme policier. Comme père. Il y gardait des impressions de messages, des captures d'écran, des courriels, des notes que son fils lui avait envoyées, de peur que Sophia ne les découvre. Il y avait des textes où Massia demandait à vivre avec lui. « Papa, je veux rester avec toi la semaine. » Vladimir me crie dessus. Il m'enferme dans ma chambre. Il dit que je suis un problème. Maman ne m'écoute pas. Elle me dit juste de ne pas faire d'histoire. J'ai l'impression de ne pas avoir de maison.
Il avait aussi des enregistrements. Des disputes où la voix de Vladimir se faisait entendre, claire, incontrôlée. Des appels téléphoniques où Massia murmurait depuis la salle de bain pour lui raconter comment on le traitait quand personne ne regardait. Gabriel organisa tout. Chaque audio, chaque image, chaque témoignage. Il allait démontrer qui était vraiment Vladimir, derrière le costume. Mais il apprit alors autre chose. Quelqu'un à la direction lui transmit une information, Vladimir n'était pas un simple citoyen. Il avait des liens avec des membres du ministère des Travaux publics. Son entreprise, une société de construction avec de multiples appels d'offres publics, avait obtenu des contrats de plusieurs millions. La raison de son impunité avait un prix. Gabriel savait qu'il marchait sur un terrain dangereux. Mais il savait aussi qu'il ne pouvait plus s'arrêter. Cette nuit-là, Massia dormait dans sa chambre, chez Gabriel. Pour la première fois depuis des semaines, sa respiration était profonde. Gabriel s'assit près de son lit et lui caressa les cheveux, comme il le faisait quand il avait 6 ans. « Pourquoi tout a commencé, mon fils ? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il réagisse ainsi ?» Massia, les yeux fermés, murmura. « Je lui ai juste dit que je voulais aller avec toi au match de samedi. Que je voulais que tu sois là. » Il s'est fâché. Il a dit que je devais apprendre à le respecter. Il m'a poussé. Il a crié. Quand j'ai voulu partir, il m'a frappé. Gabriel sentit sa gorge se serrer. L'amour ne devait pas faire mal. L'affection ne s'imposait pas. Et aucun enfant ne devait vivre dans la peur d'exprimer une préférence. Il ne dormit pas cette nuit-là. Le lendemain matin, la notification arriva, Vladimir avait déposé une contre-plainte. Il affirmait que Gabriel avait fait irruption chez lui la veille, le menaçant, l'intimidant et causant des dommages matériels. Il fournissait des photos d'une poignée de portes cassées et de 2 chaises renversées. Il avait un témoin, le même voisin qui avait dit avoir entendu des cris la nuit précédente. La guerre avait commencé. Gabriel lut le document le cœur ferme. Il le savait. Vladimir jouerait sale. Mais lui aussi avait des armes. Pas celles de la violence. Celles de la vérité. En sortant du commissariat, quelqu'un l'intercepta. « Capitaine » murmura une jeune agente. « Faites attention. Vladimir n'agit pas seul. Il a des amis très haut placés. » Gabriel répondit seulement par un léger rictus. Il ne s'agissait plus de politique. Ni de contrat public. Ni de savoir qui avait le plus de pouvoir. Il s'agissait de son fils. Et personne, absolument personne, ne touchait à Massia et restait impuni. Gabriel se le répétait dans la tête comme un mantra, une prière silencieuse qui le soutenait chaque fois que les jours devenaient plus sombres, chaque fois qu'il se levait avec le poids de la guerre sur les épaules et la nécessité de feindre le calme devant son fils. Il savait que Vladimir ne renoncerait pas si facilement. Pas parce qu'il avait raison, mais parce que son orgueil était une maladie déguisée en autorité. Et le problème avec les hommes comme lui, c'est qu'ils ne supportaient pas de perdre le contrôle, surtout face à quelqu'un qui ne baissait pas la tête. La routine à la maison de Gabriel avait changé. Massia se levait tard, parlait peu et évitait de regarder son reflet dans les miroirs. Il avait 16 ans et une histoire qu'aucun adolescent ne devrait porter sur la peau. Il dormait mal, mangeait peu, et dans ses silences se cachait la peur de redevenir un enfant vulnérable. Gabriel essayait de ne pas le presser, mais la colère lui brûlait à l'intérieur quand il l'entendait pleurer dans son sommeil. Pendant ce temps, Sofia vivait enfermée dans son propre déni. Elle partageait encore un toit avec Vladimir, bien que depuis l'incident ils dorment dans des chambres séparées. Au début, elle le défendait par réflexe, répétant des phrases vides comme quelqu'un qui a besoin de se convaincre d'un mensonge pour survivre. Il doit y avoir une explication, Massia exagère, Vladimir ne lui ferait jamais vraiment de mal. Mais quelque chose avait commencé à se fissurer. Ce matin-là, tandis qu'elle servait le café en silence, elle entendit Vladimir parler au téléphone dans la pièce voisine. Il ne prit même pas la peine de baisser la voix. Il lui tournait le dos, confiant, comme si ses paroles n'avaient aucune conséquence. « Tu dois faire disparaître ça du dossier. Le rapport médical doit sembler incomplet. Qu'ils disent que les blessures sont ambiguës. Je m'occupe du reste. J'ai déjà reparlé au voisin, il témoignera ce que je lui ai dit.
Tout ce dont j'ai besoin, c'est de temps, et que cet imbécile de Salcedo recule. Sofia resta paralysée, la tasse tremblant dans sa main. Ce n'était pas la première fois qu'elle l'entendait parler ainsi, mais c'était la première fois qu'elle le sentait aussi proche, aussi calculateur. Ce n'était plus un malentendu. C'était un plan. Une dissimulation. L'après-midi, par curiosité, elle consulta la copie de la plainte que Vladimir lui avait fièrement montrée quelques jours plus tôt. C'était un document à en-tête officielle, mais quelque chose clochait. Leur indiquer de l'incident supposé était impossible. Selon ce papier, Gabriel et Massia auraient pénétré chez lui la nuit précédant la plainte. Mais cette nuit-là, Massia était déjà chez Gabriel, sous surveillance médicale et avec tout documenté. Une erreur grossière, certes, mais qui en disait long. Un détail qu'on ne négligerait pas si l'histoire était vraie. Et alors, le silence devint insupportable. Cette même nuit, Gabriel reçut un appel d'un numéro inconnu. Il ne répondit pas. Quelques secondes plus tard, il reçut un message vocal. Il l'écouta seul, dans la cuisine, tandis que Massia dormait dans la chambre voisine. C'était un vieil enregistrement. D'il y a presque un an. Il l'avait oublié, jusqu'à ce qu'il réapparaisse comme un fantôme. Sur l'audio, on entendait clairement la voix de Vladimir, criant avec violence. « C'est ma maison ici, on fait ce que je dis. Je me fiche de ce que ce gamin pense. Et toi, Sofia, tu ferais bien de le comprendre aussi. » Gabriel ferma les yeux, serrant les poings. Ce n'était pas seulement une preuve. C'était une confession de pouvoir, une démonstration du monstre caché derrière les costumes coûteux et les mots mesurés. Il décida qu'il était temps de la montrer. Le lendemain matin fut différent. Massia avait pris son petit déjeuner et s'était même risqué à plaisanter, une brève remarque sur le café trop fort. Gabriel ne l'interrompit pas. Il le laissa rire, même un peu, même timidement. Il savait que ces moments étaient fragiles, précieux comme de l'or. Mais à peine 3 heures plus tard, son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était du commissariat. « Capitaine Salcedo, nous devons vous parler. » En personne. Ce n'était pas une suggestion. C'était un rendez-vous déguisé en courtoisie. Lorsqu'il arriva, il fut accueilli par le chef de district, un homme qu'il connaissait depuis des années. Ils n'étaient pas amis, mais ils partageaient une histoire. Pourtant, la première chose qu'il lui dit fut: « Gabriel, ne vaudrait-il pas mieux que tu te retires de l'affaire ? Pour ton bien. Et pour celui du garçon. » Gabriel le fixa en silence. « Pour mon bien ? Il y a des choses qui peuvent échapper à tout contrôle. Vladimir a des contacts. Des avocats. De l'influence. Il peut te nuire. Il m'a déjà nui. Il a frappé mon fils. C'est ça, du mal. Tu sais combien d'affaires on étouffe chaque année parce que le type avait de l'influence ? Tu sais combien d'enfants grandissent en pensant que la violence est normale parce que personne ne les a défendus ? Ce n'est pas personnel, Gabriel. C'est un conseil. Protège ta carrière. Ma carrière ? Quel cool. Je ne me tairai pas. Il sortit sans attendre davantage. À chaque pas, sa conviction grandissait. Et il se souvint alors de quelqu'un qui ne le trahissait jamais, Ivan Montenegro. Avocat, ancien collègue lors de plusieurs opérations, et surtout, loyal. Ivan ne se vendait pas et ne se laissait pas intimider facilement. Il lui donna rendez-vous dans un café éloigné du commissariat. Ivan arriva à l'heure, avec sa mallette pleine de papiers et un regard capable de briser des témoignages en 3 questions. « Raconte-moi tout, Gabriel. Depuis le début. » Il lui montra la plainte, le rapport médical, les enregistrements. Ivan écouta sans l'interrompre, notant les détails. Lorsqu'il eut terminé, il poussa un long soupir. « Tu as quelque chose de solide, mais ça va être un carnage. Ils vont essayer de te détruire personnellement. Ils vont te peindre comme un père rancunier, comme un homme en quête de vengeance. Ils vont tout utiliser. Qu'ils le fassent. Moi, j'ai la vérité. Bien. Alors moi, j'ai le plan. » Pendant que Gabriel rassemblait des preuves, Massia commençait à guérir, lentement, comme une fleur qui ouvre ses pétales avec peur du soleil.
Il dormait mieux, mangeait sans pression et allait jusqu'à écouter de la musique dans le salon. Mais chaque fois que la sonnette retentissait, il sursautait. Chaque fois que le téléphone de Gabriel vibrait, Massia se tendait. Il y avait en lui quelque chose qui n'avait pas guéri, la relation avec sa mère. Il ne répondait pas à ses messages. Il ne les lisait même pas. Chaque « Comment vas-tu » de Sophia le blessait comme une moquerie. Gabriel le voyait, mais ne le forçait pas. Jusqu'à ce qu'un après-midi, Sophia apparaisse à la porte. « Je veux juste le voir », dit-elle à Gabriel, le visage pâle, les yeux gonflés. « Je veux juste lui parler. » Gabriel hésita. Puis il entra, traversa le couloir et frappa à la porte de la chambre. « Massia. C'est ta mère. Elle veut te parler. Mais c'est toi qui décides. » Le silence fut long. Puis, la porte s'ouvrit. Sophia entra à pas timides, comme quelqu'un qui entre dans une église. Elle s'assit au bord du lit, sans le toucher. Massia la regarda comme s'il ne la reconnaissait pas. « Maman, dit-il, sans émotion. Pourquoi tu ne m'as pas cru ?» Elle déglutit. « Ce n'est pas que je ne t'ai pas cru. C'est que, je ne savais pas quoi faire. Je ne voulais pas voir ce qui se passait. Je te l'ai dit tant de fois. Je t'ai demandé de l'aide. Tu m'as laissé avec lui. Je sais. Et tu n'as pas à me pardonner. Mais je veux t'écouter. Dis-moi comment c'était. » Tout. Massia resta immobile. Puis, comme si quelque chose se brisait en lui, il commença à parler. Chaque mot était une blessure ouverte. Chaque phrase, une accusation tue. Quand il eut terminé, Sophia n'avait plus de larmes. Elle avait honte. Culpabilité. Et une douleur si réelle qu'elle semblait physique. « Je peux te serrer dans mes bras ?» demanda-t-elle. Massia ne répondit pas. Il s'approcha simplement, lentement, et posa sa tête sur son épaule. Il pleura comme il ne l'avait pas fait depuis des semaines. Gabriel, dans le couloir, ferma les yeux avec force. Il n'avait pas besoin d'en voir plus. Mais tandis qu'une famille se reconstruisait, une autre bataille se préparait. Vladimir avait engagé l'avocat le plus impitoyable que Ivan connaissait, Maître Gromero. Spécialiste en diffamation, expert dans la manipulation de témoignages. Son premier coup fut médiatique. En moins de 48 heures, les réseaux furent inondés de titres scandaleux. Un policier utilise son fils dans une guerre contre son ex-femme. Enfant perturbé victime de manipulation paternelle. Une fausse plainte inventée pour nuire à l'entrepreneur Vladimir B. Photos retouchées. Histoire déformée. Témoignage anonyme. Il allèrent même jusqu'à utiliser un enregistrement sorti de son contexte où Gabriel criait lors d'une opération. Il voulait en faire un monstre. Gabriel ne tomba pas dans la provocation. Il savait que tout était calculé. Mais il savait aussi que son fils lisait tout. Que chaque commentaire laissait des traces. Cette nuit-là, Sophia l'appela. « Je vais quitter Vladimir. » Gabriel ne dit rien. Ce n'est pas seulement pour Massia. C'est pour moi. Je n'ai plus peur. Et je ne vais pas rester à regarder cet homme détruire encore des vies. Alors, du fond du couloir, on entendit un sanglot. Massia avait tout entendu. Il s'approcha lentement, les yeux pleins de larmes, et serra sa mère très fort. « Merci, dit-il, tremblant. Je croyais que tu ne le ferais jamais. » Le silence qui les entoura était différent. Ce n'était plus la peur. C'était le soulagement. Mais Gabriel le savait. Le plus dur ne faisait que commencer. Parce que Vladimir ne pardonnait pas les trahisons. Et le prix du silence était élevé. Très élevé. Mais celui de parler, celui-là coûtait encore plus cher. Et ils étaient prêts à le payer. À n'importe quel prix. Il ne s'était pas écoulé 48 heures depuis que Sophia avait rompu avec Vladimir et avoué sa décision de le quitter, que les coups bas commencèrent. La ville se réveilla avec des affiches anonymes collées sur les poteaux et les murs, des titres imprimés sur du papier bon marché, des images pixelisées et des phrases pleines de venin. Le capitaine Gabriel Salcedo manipule son fils pour détruire un entrepreneur exemplaire. Accompagné d'une image floue de Massia,
capturé de loin dans un parc, le visage partiellement caché sous une capuche. Cette photo devint virale en quelques heures. Les réseaux sociaux explosèrent. Faux profils, comptes sans visage, et commentaires parfaitement orchestrés, comme si quelqu'un avait payé chaque mot publié. On disait que Massia était un jeune agressif, instable, émotionnellement fragile. Que Gabriel l'utilisait comme arme émotionnelle pour se venger de son ex-femme. Que tout était monté de toutes pièces. Que Vladimir était un bienfaiteur injustement persécuté. Gabriel vit l'image sur son téléphone, assis dans sa cuisine pendant que Massia préparait un petit déjeuner sans appétit. La photographie n'était pas fortuite. Elle avait été prise d'un angle que seul quelqu'un qui les suivait aurait pu capter. Ce n'était pas une coïncidence. C'était un avertissement. Ce que Vladimir avait déclenché, c'était une guerre sale. Il avait lâché son avocat, le licencié Gromero, comme un chien affamé. La plainte ne tarda pas à arriver. Harcèlement. Abus de pouvoir. Usage abusif des ressources policières. Gabriel fut notifié au même commissariat où il avait servi pendant les 12 dernières années. Ils s'en servent pour te faire sortir de l'affaire, lui dit Ivan Montenegro, en feuilletant les papiers sur son bureau. Ce n'est pas une plainte légitime. C'est un piège juridique. Ils veulent que tu perdes pied, que tu commettes une erreur. Je ne bougerai pas d'un millimètre. Qu'ils continuent à creuser. J'ai déjà trouvé la pelle avec laquelle ils vont s'enterrer seuls. Ivan haussa un sourcil. Il savait que Gabriel parlait sérieusement. Parce qu'il le connaissait depuis des années et l'avait vu au pire de sa forme. Et quand Gabriel parlait avec cette calme, c'est qu'il voyait déjà le dénouement, parce qu'il n'avait plus peur. Pendant ce temps, Sofia déménageait. Elle avait loué un petit appartement de 2 pièces, loin du centre, dans un quartier discret. Elle l'avait fait seule, avec le peu qu'elle avait, et sans l'aide de Gabriel. Pas par orgueil, mais par nécessité. Elle savait que si Vladimir découvrait que Gabriel la soutenait financièrement, il s'en servirait comme argument pour discréditer le tout. Et, en ce moment, ce dont ils avaient le plus besoin, c'était de se protéger. Le premier jour dans son nouveau logement fut presque paisible. Massia lui rendit visite brièvement. Il ne dit pas grand-chose, mais apporta un cahier de dessin qu'il avait fait enfant et que Sofia gardait dans une boîte. Elle le reçut avec un sourire triste. Elle lui offrit du chocolat chaud. Il accepta, sans un mot. Ils restèrent assis l'un en face de l'autre, le silence incurvé entre eux, comme une fissure qui faisait encore mal, mais qui ne séparait plus autant. 2 nuits plus tard, Vladimir frappa à la porte. Sofia n'ouvrit pas. Mais il ne partit pas. « Je sais que tu es là, dit-il d'une voix douce. Tu n'as pas à te cacher de moi. Je veux juste parler. J'ai apporté des choses pour toi. Ton parfum préféré. Et ce livre que tu n'as jamais terminé. Tu es toujours ma femme, Sofia. Légalement, tu le es encore. » Elle resta immobile, derrière la porte. Serrant la poignée avec des doigts tremblants. Elle ne répondit pas. Vladimir resta 1 minute de plus. Puis il laissa un sac en papier sur le sol et s'en alla. À l'intérieur, il y avait du parfum, le livre, et une note. Tout ce que tu possèdes, je te l'ai donné. N'oublie pas. Sofia déchira la note en morceaux. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Pendant ce temps, Gabriel ne se contentait pas de se défendre, il contre-attaquait. Cela faisait des semaines qu'il travaillait avec Ivan sur un dossier parallèle. Une chemise grise, épaisse, marquée d'un mot écrit à la main, corruption. Ils avaient réussi à accéder au mouvement de la société de construction de Vladimir. Contrat public avec des dates suspectes, appel d'offres remporté sans concurrence, paiement pour des travaux inexistants. Dans plusieurs documents, apparaissaient des entreprises qui n'existaient que sur le papier. Signatures fantômes, tampons répétés, factures dupliquées. Le plus révélateur fut une série de transferts vers des comptes à l'étranger liés à des associés de Vladimir. La fraude était évidente. Ce qui n'était auparavant que des rumeurs était désormais chiffré. Des données. Des preuves. Gabriel remit le tout au parquet, accompagné des Ivan. Il demanda l'ouverture d'une enquête formelle pour corruption et blanchiment d'argent. Et il le fit sans l'annoncer publiquement, sans le filtrer à la presse.
Il attendit. Il savait que Vladimir ne s'y attendrait pas. Quelques jours plus tard, la procureure chargée du dossier, une femme ferme nommée Rebecca Sanabria, l'appela. « Monsieur Salcedo, j'ai reçu votre dossier. Il est solide. Et inquiétant. Si cela se confirme, nous parlons d'une affaire à fort impact. » Je le sais. Et lui le saura bientôt aussi. Rebecca ne posa plus de questions. Elle demanda seulement qu'il reste en contact. Tandis que cela se passait en silence, Massia commençait à retrouver une partie de sa vie. Il retourna à l'école. Avec de la peur, certes, mais il revint. Gabriel l'accompagna le premier jour. L'attendit dehors. Et quand Massia sortit, fatigué et le sac à dos pendant à l'épaule, il le serra dans ses bras sans rien dire. Ce fut un geste rapide, presque mécanique. Mais chargé d'un amour inconditionnel. Pourtant, Massia ne cessait de regarder en arrière. Comme s'il attendait que Vladimir apparaisse à la porte de l'école. Ou dans la rue. Ou chez lui. Et cette tension s'intensifia la nuit où Gabriel trouva une enveloppe jaune sur le pare-brise de sa voiture. À l'intérieur, il y avait une feuille blanche, sans en-tête. Avec une seule phrase. « Ne continue pas, ou tu le paieras cher. » Elle n'était pas signée. Aucun tampon. Juste ce message, imprimé en Times New Roman. Comme si cela faisait partie d'un dossier. Comme si c'était une menace déguisée en bureaucratie. Gabriel la montra à Ivan. « Ça ne m'étonne pas, dit l'avocat. Ce n'est pas seulement de l'intimidation. C'est du désespoir. » Alors qu'il désespère encore plus, répondit Gabriel. Parce qu'il n'y a plus de retour en arrière. Cette nuit-là, Gabriel s'assit sur le lit de Massia pendant qu'il dormait. Il écarta une mèche de cheveux de son front. Il se souvint du jour où il l'avait porté pour la première fois dans ses bras. Comme il était petit. Comme il était sans défense. Comme il était à lui. « Je vais te protéger jusqu'à la fin, murmura-t-il. Et lorsqu'il se leva, il sut que la fin approchait. Mais avant cela, il devrait traverser l'enfer. Pas à pas. Sans céder. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement de justice. Il s'agissait de dignité. De vérité. De mémoire. Et personne, jamais, n'allait faire taire cela. Peu importe leurs efforts. Le soleil commençait à peine à poindre lorsque Gabriel enfila son costume. Pas son uniforme, mais un costume gris sobre, avec une chemise blanche soigneusement repassée et une cravate bleu marine que Massia avait choisie 2 nuits plus tôt, comme s'il participait lui-même à la bataille. Le miroir lui renvoya le visage d'un homme qui n'était plus seulement un policier, ni seulement un père, ni seulement un dénonciateur. C'était le visage de quelqu'un qui avait traversé un marais de mensonges, de menaces, de trahisons et de fantômes, et qui tenait encore debout. Massia le regardait depuis la porte, en silence. Il portait son sac sur l'épaule et avait le visage plus sérieux que d'habitude. Son regard en disait plus que n'importe quelle phrase, « Je suis avec toi, mais j'ai peur. »« Tu es prêt ?» demanda Gabriel, en ajustant le nœud de sa cravate. Massia acquiesça sans un mot. Sofia arriva quelques minutes plus tard. Elle était vêtue de noir, sans bijoux, sans maquillage, sans fioritures. Juste une femme qui avait décidé d'affronter la vérité. Elle s'approcha de Massia, le regarda un instant et lui caressa la joue. Peu importe ce qu'ils diront aujourd'hui. Ce que tu as vécu, c'est la vérité. Et nous allons la défendre. Le procès devait se tenir dans la salle principale du tribunal de district. Le bâtiment était entouré de médias, de journalistes, de caméras, de micros et de curieux. Certains cherchaient seulement un titre, d'autres voulaient voir si Gabriel tomberait comme ceux qui avaient osé affronter des hommes comme Vladimir. Lorsqu'ils entrèrent dans la salle, le murmure se multiplia comme un essaim d'insectes. Il y avait des représentants du ministère des Travaux publics, des membres de la mairie, de l'ordre des avocats et même une députée connue pour sa proximité avec les entrepreneurs locaux. Tous les regards se tournèrent vers Vladimir, qui arriva escorté par son avocat, Maître Gromero. Il était vêtu comme toujours, impeccable, sobre, serein. Il saluait avec des gestes maîtrisés, comme s'il entrait à un dîner formel et non à un procès pour corruption et violence familiale. Gabriel le regarda.
Pas avec haine. Avec détermination. Et cela, pour Vladimir, fut pire. Le juge qui présidait l'affaire était le magistrat Manuel Sedeno. Un homme au visage sévère et à l'expression impénétrable. Sa simple présence imposait le silence. À peine assis, il frappa de son marteau. L'audience de l'affaire 142 à 23 est ouverte. Partie plaignante, Gabrielle Salcedo. Partie défenderesse, Vladimir Barreto. Nous commençons. Le premier à prendre la parole fut Gromero. Il se leva comme quelqu'un qui a tout le temps du monde et la confiance de celui qui a déjà gagné des procès sans avoir raison. Honorables membres du jury, nous sommes ici non pas pour la justice, mais pour la vengeance. Mon client est un homme prospère, respecté, généreux. Il a été victime d'une campagne de diffamation menée par un père absent qui cherche maintenant à se racheter en utilisant son fils comme bouclier. Tout a commencé lorsque M. Salcedo a senti qu'il perdait le contrôle sur son ex-femme et son fils. Et maintenant, il utilise son grade et ses contacts pour transformer sa rancune en spectacle médiatique. Gabriel ne réagit pas. Il se contenta de regarder le jury. Certains l'observaient attentivement. D'autres semblaient mal à l'aise. Ne vous laissez pas manipuler par le bruit, continua Gromero. Ce procès n'est pas à cause d'un bleu. C'est une stratégie. Et nous sommes ici pour la démasquer. Après près d'une heure de discours calculés, le juge donna la parole à Ivan Montenegro. Ivan se leva avec un dossier épais à la main. Il ne regarda pas la presse. Il ne chercha pas les faits. Il parla simplement. Votre honneur, membre du jury, nous ne venons pas raconter une histoire. Nous venons présenter des faits. Massia Salcedo, mineur, a été victime de violences physiques et psychologiques de la part de M. Vladimir Barreto. Ce ne sont pas nos mots. Ce sont ceux des rapports médicaux, des témoignages, des registres. De plus, son entreprise, Barreto Constructora, a été liée à des contrats publics frauduleux. Ce procès n'est pas motivé par la rancune. Il l'est par la dignité. Et par la justice. Le juge acquiesça. Il donna le signal pour la présentation des preuves. Gabriel prit le micro. Il se leva, le visage ferme et la voix claire. Je m'appelle Gabriel Salcedo. Je ne suis pas ici en tant que policier. Je suis ici en tant que père. Mon fils est venu me voir, effrayé, avec des marques visibles d'agression. Il a été examiné par des médecins, photographié par des experts, écouté par des psychologues. Il ne m'a pas demandé vengeance. Il m'a demandé de l'aide. Il s'approcha de la table. Diffusa un enregistrement à partir d'un petit haut-parleur. On entendit la voix de Vladimir, déformée par la colère. Voici ma maison, ici on fait ce que je dis. Ce gamin va me respecter, même à coups de poing s'il le faut. Le silence dans la salle fut absolu. Gabriel ne s'arrêta pas. Il remit des copies des factures en double. Il présenta des documents où des entreprises fictives facturaient des travaux jamais réalisés. Il montra des virements bancaires vers des comptes à l'étranger, liés à des associés de Vladimir. Le juge ordonna une suspension pour examiner une partie du dossier. À ce moment-là, Vladimir se pencha vers Gromero. « Qu'est-ce que tu fais, bon sang ? Calme-toi. Ils ne vont pas te condamner pour des papiers. C'est émotionnel. Tu verras. On va détourner tout ça. » Quand ils revinrent, ce fut au tour des témoins. Sofia fut appelée. Elle marcha jusqu'à la barre d'un pas tremblant. Elle remit ses cheveux en place et s'assit devant le micro. Le juge lui demanda de dire son nom et son lien avec les personnes impliquées. Sofia Ramirez. Je suis la mère de Massia Salcedo. L'ex-épouse de Gabriel. L'épouse légale de Vladimir Barreto. Le procureur demanda. Reconnaissez-vous que votre fils a été victime de violences ? Sofia avala sa salive. Elle regarda Massia, qui la fixait les lèvres serrées. Oui. Je le reconnais. Au début, je ne voulais pas le voir. Je me suis accrochée à l'idée que tout cela n'était qu'un malentendu. Mais j'ai entendu ces mots. J'ai vu ses yeux. J'ai vu la peur. Et la douleur. Et alors, j'ai su que je m'étais trompée. Les larmes lui brouillèrent la voix.
Mais elle ne s'arrêta pas. Permettre à quelqu'un de faire du mal à ton enfant, même par ton silence, c'est aussi une forme de violence. Et je ne veux plus jamais faire partie de cela. Gromero la regarda avec mépris. Mais le jury l'écoutait comme si chaque mot était une balle tirée contre le mensonge. Alors, le juge demanda à Massia de monter. Gabriel se tourna. Il lui tendit la main. Massia la prit. Il tremblait. Le jeune monta d'un pas incertain. Il s'assit. Le juge lui demanda s'il était prêt à témoigner. Oui. De votre plein gré? Oui. Le procureur s'approcha. Massia, peux-tu nous raconter ce qui s'est passé cette nuit-là? Massia inspira profondément. J'ai seulement dit que je voulais aller voir un match avec mon père. Rien de plus. J'ai dit que je ne voulais pas rester ce week-end-là. Alors, il s'est mis en colère. Il m'a poussé contre le mur. Il m'a crié dessus. Il m'a dit que j'étais un bon à rien. Quand j'ai essayé de partir, il m'a attrapé par le bras et m'a frappé au visage. C'était la première fois? Massia hésita. Baissa les yeux. Non. C'était juste la première fois qu'il y a eu des marques visibles. Un murmure parcourut la salle. Le juge demanda le silence. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Massia releva les yeux. Ils étaient rouges. Parce que j'avais peur. Peur qu'on ne me croie pas, peur que ma mère se fâche. Peur qu'on dise que c'était moi le problème. Il regarda le jury. Et je ne veux plus que personne ait peur comme moi j'ai eu peur. La salle resta muette. Le juge prit des notes. Puis il demanda aux parties de se retirer pendant la délibération. Des heures passèrent. Longues, denses, insupportables. Quand ils revinrent, le juge se leva. Il frappa de son marteau. Après avoir examiné les preuves, les témoignages et les documents présentés, ce tribunal déclare l'accusé, Vladimir Barreto, coupable de violences domestiques et de fraude dans les marchés publics. Il est condamné à 7 ans de prison ferme. Affaire classée. La salle éclata en murmures. Certains journalistes sortirent précipitamment. D'autres restèrent pour prendre des photos. Sofia se couvrit le visage. Gabriel ferma les yeux. Massia se contenta de respirer. Enfin. Mais avant qu'il ne puisse sortir, Gromero s'approcha de l'estrade. Monsieur le juge. Mon client interjettera appel du verdict. Nous exigeons un examen technique de l'affaire. Et nous demandons que, tant que la décision n'est pas rendue, l'accusé soit libéré sous caution. Le juge regarda les papiers. Il soupira. Accordé. Par protocole. Mais l'accusé ne pourra pas quitter le pays. Gabriel serra les poings. Vladimir sourit. Il ne dit rien. Mais son regard laissait entendre que ce n'était pas fini. Et Gabriel, en tenant Massia par les épaules, le sut. Il y aurait encore bataille. Mais ce jour-là, ils avaient remporté la première. Et la vérité avait été mise au jour. Même si l'obscurité rôdait encore. L'image de Vladimir sortant du tribunal avec son sourire tordu, entouré de flashs, le costume sans un pli et les yeux emplis de rancœur, resta gravé dans la mémoire de Gabriel comme un avertissement. Ce n'était pas le visage de quelqu'un qui avait perdu. C'était celui d'un animal blessé qui préparait sa prochaine attaque. Il le connaissait trop bien pour se fier à l'apparente quiétude apportée par cette liberté sous caution. Il avait vu des hommes comme lui sortir par la grande porte, pour ne revenir que par la porte de derrière, avec quelque chose de beaucoup plus sale dans le regard. Cette nuit-là, Gabriel ne dormit pas, Massia non plus. À la maison régnait un silence étrange, dense, que même le bruit de la télévision ne parvenait pas à dissiper. Sofia, depuis son appartement, appela plusieurs fois, mais Gabriel évita de s'étendre. Il dit l'essentiel, qu'il allait bien, que Massia était en sécurité, que l'appel ne changerait pas l'essentiel. Mais quelque chose dans son corps ne le laissait pas en paix. Cette sensation qu'on l'observait, que les pas qu'il faisait n'étaient plus tout à fait les siens, qu'à tout moment tout ce qui avait été construit pouvait s'effondrer d'un seul coup. Il passa la semaine entière en alerte. Il ne le disait pas à haute voix, mais il vérifiait les verrous 2 fois. Il regardait de nouveau les caméras du couloir sans raison.
Il demanda une faveur à un vieil ami en cybersécurité pour installer des caméras à l'entrée, dans le salon, dans la cuisine. Tout était enregistré, 24 heures sur 24. Et pourtant, il laissa la porte non verrouillée. Pas par négligence. Par stratégie. Gabriel connaissait le profil d'homme comme Vladimir. Ils n'agissaient pas sous le coup de l'impulsion. Ils avaient besoin de se sentir aux commandes. Ils planifiaient. Et quand ils le faisaient, ils étaient persuadés que tous autour d'eux demeuraient confiants. Lui ne l'était pas. Il se préparait. À minuit 47, dans la nuit de vendredi, la serrure tourna. Le bruit fut presque imperceptible, mais Gabriel ne dormait plus. Il était sur le canapé, les lumières éteintes, habillé, le portable sur la table et le dictaphone allumé. Il avait tout préparé. Même le couloir sans objet. Il savait que Vladimir viendrait. Il ne savait pas quand. Mais il viendrait. La porte s'ouvrit discrètement. Vladimir entra comme un voleur qui connaît chaque recoin. Il referma doucement, sans bruit. Dans sa main droite, un couteau brillant, long, tranchant. Il le tenait sans trembler, avec la même précision avec laquelle il avait autrefois signé des contrats millionnaires ou caressé la joue de Sofia pour la calmer. Son visage était serein. Mais ses yeux étaient une tempête noire. « Je savais que tu m'attendais », murmura-t-il en voyant Gabriel dans la pénombre. Gabriel ne bougea pas. Il ne fut pas effrayé non plus. Sa voix resta calme. « Tu es venu terminer ce que tu as commencé ? » ?»« Non. Je suis venu nettoyer ce que tu as sali, » répondit Vladimir en faisant un pas en avant. « Tu as tout détruit, Gabriel. Ma réputation, mon foyer, ma famille. C'est toi qui l'as fait, » répliqua-t-il. « Moi, je n'ai fait que mettre la lumière. » Vladimir leva le couteau, à peine de quelques centimètres. Toujours si droit. Toujours le héros. Tu sais ce qui me dégoûte le plus chez toi ? Que tout le monde pense que tu es meilleur que moi. Même Sofia. Même Massia. Tu n'as pas à être en compétition avec qui que ce soit, dit Gabriel. Il ne s'agit pas de qui est meilleur. Il s'agit de qui a fait du mal. Et c'est toi. À un mineur. À ta famille. À tous ceux qui t'avaient fait confiance. Tu m'as ôté le respect de cet enfant. Tu as fait en sorte qu'il me voie comme un intrus. Non. Il t'a vu pour ce que tu étais, un agresseur. Il n'avait pas besoin que je lui dise quoi que ce soit. Il avait juste besoin de cesser de se taire. Vladimir laissa échapper un rire amer. Il fit un pas de plus. Tu l'as utilisé. Tu l'as rempli d'idées. Je te garantis qu'il ne se souvient même pas bien de ce qui s'est passé. Les enfants exagèrent. Ils inventent des choses. Mais toi, tu as fait du mal de cet enfant un spectacle. Toi, tu as fait de sa vie une cage. Et maintenant ? Tu vas me tirer dessus ? Tu vas m'enregistrer ? Quelle est la prochaine scène de ton spectacle ? Gabriel montra l'étagère, où une petite lumière rouge clignotait. Tout est enregistré. Tout ce que tu viens de dire. Depuis que tu as franchi cette porte avec un couteau. Vladimir se retourna une seconde. Et ce fut tout ce dont Gabriel eut besoin. D'un coup précis, il lui donna un coup de pied à la main, le couteau tomba au sol et tous deux se jetèrent l'un sur l'autre comme des bêtes sauvages. Ils roulèrent sur le sol du salon, entre les meubles, esquivant les coups, haletant. Gabriel réussit à l'immobiliser avec une clé qu'il se rappelait encore de ses années à l'académie. Il le maintenait au sol, un genou sur le dos et les bras tordus. « Je t'avais dit de ne plus t'approcher » cracha Gabriel avec une fureur contenue. « Lâche-moi. Ça ne restera pas comme ça. » « Bien sûr que non, dit-il en prenant son téléphone. « Ça restera enregistré. » Il appela directement le commissariat. « Ici le capitaine Gabriel Salcedo. Homme armé chez moi. Tentative d'agression. Le suspect est Vladimir Barreto. Il est maîtrisé. Envoyez une patrouille immédiatement. » Il raccrocha. Respira profondément. Il n'avait pas crié. Il n'avait pas perdu le contrôle. Et tout avait été enregistré. Quand la police arriva, Massia était déjà réveillé. Il était descendu dans le couloir, pieds nus,
le visage blanc comme le marbre. Il resta figé dans l'escalier, observant pendant qu'on menottait Vladimir, maintenant en sueur, décoiffé, le visage déformé. Gabriel se tourna vers son fils. Il ne dit rien. Il le regarda simplement. Massia marcha lentement vers son père. Puis il regarda Vladimir, déjà debout, les officiers le tenant par les bras. « Tu ne nous toucheras plus jamais, » dit l'adolescent, la voix tremblante à la fin. Vladimir ne répondit pas. Il le regarda simplement avec un mélange de haine et de défaite. Les officiers le firent sortir de l'immeuble. Dehors, la nuit était épaisse. Mais à l'intérieur, tout était clair. 2 semaines plus tard, le juge reçut les nouvelles preuves. Non seulement la liberté conditionnelle avait été rompue, mais la préméditation fut confirmée. La tentative d'agression. L'usage d'une arme blanche. Les enregistrements. Les caméras. Les audios. Tout. La nouvelle sentence fut rendue avec froideur. 8 ans de prison. Sans possibilité d'appel. Gabriel reçut la nouvelle assis à son bureau, chez lui. Il referma le dossier. Le posa sur l'étagère. Il ne sourit pas. Il ne célébra pas. Il regarda simplement vers la chambre où dormait Massia. Et pour la première fois depuis des mois, il n'eut pas peur d'éteindre la lumière. Il y avait du silence dans l'appartement. Pas ce silence inquiétant, tendu, plein de soupçons. Un silence doux, né de la paix véritable, celle qui ne s'achète ni ne se marchande, celle qui se construit après une longue guerre. Gabriel resta debout près de la fenêtre du balcon, observant les lumières lointaines de la ville. Une brise légère faisait bouger les rideaux, et de la chambre voisine venaient des rires. Des rires jeunes, vivants, limpides. Massia et 2 de ses camarades de classe étaient assis sur le sol du salon, des livres ouverts, des casques de jeux vidéo éparpillés partout et une pizza à moitié terminée sur la table. Ils parlaient d'avenir, d'université, de voyage, de tout ce qu'ils voulaient faire maintenant que le cauchemar était derrière eux. Massia avait retrouvé le sourire, sans peur. 1 an s'était écoulé depuis cette nuit-là. Le procès final, la sentence sans appel, le transfert définitif de Vladimir vers la prison de haute sécurité. Tout cela faisait déjà partie d'un chapitre clos. La menace avait disparu, mais les cicatrices demeuraient. Non pas physiques, mais celles qui mettent plus de temps à guérir, celles de la confiance, celles de la mémoire. Gabriel avait pris un congé pendant les premiers mois. Il avait compris qu'il ne pouvait pas protéger son fils s'il était lui-même brisé de l'intérieur. Il avait eu besoin de temps pour se reconstruire, pour apprendre à vivre sans l'adrénaline du combat, sans la tension de l'attente, sans les yeux derrière chaque ombre. La relation entre lui et Massia était devenue plus forte, mais aussi plus humaine. Il n'était plus seulement le père sauveur, le bouclier. Il était aussi l'homme qui écoutait sans juger, qui s'asseyait pour regarder de vieux films avec son fils, qui cuisinait le vendredi même s'il brûlait le riz, qui apprit à faire les devoirs d'histoire avec lui et à rire quand il ne comprenait rien à la chimie. Sofia était réapparue peu à peu. Non pas avec l'intention de renouer avec Gabriel, mais avec une conscience apaisée et un désir sincère de guérir. Elle venait certains week-ends, toujours avec quelque chose à la main, un gâteau fait maison, une plante, une lettre écrite à la main. Elle ne restait jamais longtemps, mais à chaque visite elle s'efforçait de se rapprocher un peu plus de Massia. Lui, au début, la regardait comme s'il craignait qu'elle disparaisse. Avec le temps, il avait commencé à s'asseoir avec elle, à parler, à partager de courts moments du quotidien. Ce n'était pas facile. Il n'est jamais facile de reconstruire un pont dont les piliers ont été la peur et le déni. Mais il y avait de la volonté. Et cela, pour Gabriel, était déjà plus qu'il n'espérait. Le jour de la remise des diplômes fut un de ces moments qui restent gravés dans la peau. Massia, avec sa toge bleue, le mortier de travers, souriant sur scène tandis qu'on appelait les élèves distingués. Il reçut une mention pour excellence académique et pour résilience. En descendant, au milieu des applaudissements, ses yeux cherchèrent ceux de son père. Gabriel était au premier rang. Et il n'applaudissait pas comme un homme parmi le public, mais comme un père qui avait traversé l'enfer pour voir son fils à cet instant. Après la cérémonie, pendant que tout le monde prenait des photos, Sofia s'approcha. Elle ne dit rien. Elle serra simplement son fils dans ses bras,
les larmes aux yeux. Massia lui rendit son étreinte, maladroite mais sincère. Gabriel les observa à quelques mètres de là. À cet instant, il sut qu'il ne s'agissait pas d'effacer le passé, mais d'apprendre à vivre avec lui. Plus tard, déjà à la maison, Gabriel reçut un message. C'était de Sofia. Juste une ligne. Mais une qui le remua profondément. Merci. Tu as sauvé Massia, et moi aussi. Il ne répondit pas. Non pas parce qu'il ne savait pas quoi dire, mais parce que certaines paroles n'ont pas besoin de réponse. Juste de présence. Cette nuit-là, lorsque les amis de Massia étaient partis, Gabriel resta seul sur le balcon. Il regarda les lumières de la ville, comme il l'avait fait tant de fois auparavant. Mais cette fois, il ne cherchait pas de menace. Il observait la vie. Il se servit un thé, comme il en avait l'habitude, et s'assit sur la chaise en osier qu'il avait lui-même réparée de ses mains maladroites. Il prit une gorgée, sentit la chaleur parcourir son corps, puis leva les yeux vers la chambre où Massia dormait déjà, épuisée par la journée. Il pensa aux coups que la vie avait portés, aux nuits de terreur, aux portes brisées, aux paroles dures, au silence qui pesait plus que les cris. Il pensa aussi aux fois où il avait cru abandonner, au moment où tout semblait perdu. Et pourtant, ils étaient là. Vivants. Libres. Ensemble. Il réfléchit alors, non pas comme policier, ni comme père, mais comme homme. Parce que la famille ne se définit pas seulement par le sang ni par les noms. Elle se définit par ce qu'on est prêt à faire pour ce qu'on aime. Par les fois où l'on tombe et se relève. Par les promesses tenues en silence. Par la patience avec laquelle on reconstruit les liens brisés. La famille, pensa-t-il, n'est pas parfaite. Parfois, elle fait mal. Parfois, elle déçoit. Mais c'est aussi l'endroit où l'on revient toujours. C'est ce coin où le cœur ose être vulnérable. Où le pardon trouve sa place, où la peur est affrontée et vaincue. Où la mémoire n'est pas une chaîne, mais une racine. Et alors, comme pour clore un cycle, Gabriel éteignit la lumière du balcon. Il regarda une dernière fois la ville endormie, soupira calmement, et d'une voix basse, avec cette fermeté que seul possède celui qui a aimé de tout son cœur et combattu sans relâche, dit. Un père ne se venge pas. Un père protège. Toujours. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec vos amis et faites partie du changement. Racontez-nous dans les commentaires, que feriez-vous dans une situation similaire? D'où nous regardez-vous? Nous serions ravis de le savoir. Beaucoup de personnes traversent des situations similaires. Nous espérons que leur voix vive dans votre cœur. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de partager avec vos amis et votre famille en signe de soutien. Cela nous motive à continuer à apporter des récits émouvants chaque jour. Ne manquez pas la prochaine histoire surprenante qui va bientôt apparaître sur votre écran. Cliquez sur les liens qui apparaissent maintenant, nous avons une sélection exclusive d'histoires captivantes et de divertissements garantis spécialement pour vous. À la prochaine vidéo. Une accolade.